d'accidents, plus ça a un coût social élevé et des effets sur la production et son coût économique. On a constaté que les industries qui étaient bruyantes, leur rentabilité et le rendement diminuaient. De ce fait, ça a un coût économique également. Quels sont les facteurs de nocivité du bruit? Il existe deux types de facteurs de nocivité du bruit, ceux liés au caractère du bruit et ceux liés aux facteurs individuels des sujets exposés au bruit. Concernant les caractères du bruit, vous avez un critère de nocivité, c'est la fréquence. Plus le son est aigu, plus il est nocif. La pureté du son. Les sons purs sont plus dangereux que les sons impurs. La durée. Plus la durée d'exposition est importante, plus les lésions sont importantes. L'intensité. Il faut savoir que le seuil de nocivité est compris entre 85 et 90 décibels. La répétition. Il faut savoir que les traumatismes sonores intermittents accumulent leurs effets nocifs. L'émergence de bruit intense et traumatisant lorsqu'il se manifeste brusquement. Les bruits impulsifs sont plus nocifs que les bruits continus. Pour ce qui est, qu'est-ce qu'on appelle bruit impulsif? C'est un bruit dont la durée est inférieure à 1 seconde. Et également, un autre facteur de nocivité du bruit lié au bruit, c'est l'association avec les infrasons et les vibrations, qui augmentent l'effet traumatisant du bruit. Concernant les facteurs de nocivité individuelle, vous avez l'âge et vous avez la fragilisation antérieure de l'oreille, c'est-à-dire les antécédents auditifs. Concernant l'âge, vous avez la fragilité cochléaire au bruit s'accroît avec l'âge. Elle devient plus marquée au-delà de 50 ans. De ce fait, il ne faut jamais affecter quelqu'un d'un sujet âgé supérieur à 50 ans à un poste de travail où il y a beaucoup de bruit. La susceptibilité individuelle. Il faut savoir que certains sujets sont plus fragiles que d'autres bruits. Donc, pour dépister cette sensibilité au bruit, on utilise des tests tels que le test de Peiser et l'audiométrie après le travail ou succédant à l'audiométrie d'embauche. En quoi consiste le test de Peiser? C'est un test qu'on fait à l'audiométrie. On essaie de rechercher à la fréquence auditive de 1000 Hz, d'exposer l'oreille pendant 180 secondes à la fréquence 1000 Hz à une intensité de 100 décibels. On fait un repos de 15 minutes et on recherche à nouveau le seuil à la fréquence 1000 Hz. On aura des résultats. Les résultats et l'interprétation du test, une perte n'excédant pas 5 décibels est considérée comme normale. Une perte de 10 décibels est suspecte. Par contre, une perte dépassant 10 décibels prouve que l'oreille est sensible au bruit. Deuxième test qui me permet d'identifier les gens sensibles au bruit, c'est l'audiométrie après le travail ou succédant à l'audiométrie d'embauche. Elle mesure la perte temporelle qui, le plus souvent, est localisée aux 4000 Hz. Le temps de récupération est à rechercher. S'il excède de 2 heures, il est probable que l'individu présente une oreille sensible au bruit. Voilà les deux tests qui me permettent d'identifier ces sujets qui sont sensibles au bruit et qu'il ne faudra pas affecter à des postes où il y a du bruit. Concernant les autres facteurs individuels, c'est les antécédents. Donc, il faut toujours rechercher les affections oreilles antérieures, qu'elles soient microbiennes, virales ou toxiques. Voilà les facteurs individuels. Maintenant, je vous donnerai quelques exemples de sources et de travaux exposant au bruit. Les travaux sur les métaux, les travaux de verrerie, les travaux effectués sur les pistes d'aéroport, les travailleurs
ou les travaux de pierre et de produits minéraux, les travaux de matières plastiques et de caoutchouc, le tissage sur métier à navette battante. Ces métiers à navette battante sont des machines qui sont utilisées dans l'industrie du textile ou le tissage. Concernant les effets du bruit, on va aborder d'une part les effets auditifs du bruit. Après, on verra les effets extra-auditifs du bruit. Pour ce qui est des effets auditifs du bruit, je commencerai d'abord par définir cette notion de fatigue auditive. Il faut savoir que la fatigue auditive, c'est un déficit transitoire sur la fréquence 4000 de la perception auditive lors d'une exposition à un bruit intense. Il faut savoir que la fatigue auditive elle est réversible au bout de 12 à 36 heures après cessation de l'exposition au bruit. Donc, elle est réversible. Donc, c'est un déficit transitoire. Et cette manifestation clinique est importante à connaître en termes de prévention. Parce que quand on détecte qu'il y a une fatigue auditive chez des sujets exposés au bruit, ça nous indique qu'il y a présence de bruit et qu'il faut aller identifier les sources, les évaluer, éventuellement mettre un programme de prévention. Deuxième manifestation auditive du bruit, c'est ce qu'on appelle le blast auriculaire, qu'on appelle également l'effet de souffle auriculaire. Il faut savoir que le blast auriculaire, c'est une surdité par déflagration, c'est-à-dire par explosion. Explosion, un bruit intense et de courte durée. Il faut savoir que c'est une surdité qui peut être unilatérale ou bilatérale, que cette surdité peut atteindre l'oreille moyenne du tympan, une luxation de la chaîne des osselets ou des lésions cochléaires. Cliniquement, les manifestations sont les suivantes. C'est des otalgies vives, on peut avoir des autorasies, des vertiges et secondairement des acouphènes. L'examen otoscopique, on peut retrouver parfois des corps étrangers de nos conduits auditifs externes et souvent une perforation tympanique. Concernant l'examen audiométrique, on peut trouver un profil audiométrique d'une surdité de transmission, de perception ou d'une surdité de type mixte. Le traitement, il est médical dans un premier temps, antalgique, vasodilatateur et éventuellement chirurgical. Les séquelles sont possibles à type de surdité et d'acouphène. Il faut savoir, puisque c'est un événement soudain et brutal, le blast auriculaire est réparé comme accident du travail et non comme maladie professionnelle. Troisième manifestation auditive du bruit, c'est la surdité professionnelle. Je commencerai d'abord par la définir. La surdité professionnelle, c'est un trouble de l'audition qui est déterminé par l'exposition chronique au bruit. Le risque de surdité dû au bruit augmente avec son intensité, sa fréquence et sa durée. Concernant le tableau clinique, il faut savoir que la surdité professionnelle évolue en 4 stades. Le premier stade, il est caractérisé par l'installation d'un trou auditif. Vous jetez un coup d'œil sur ces seuils audiométriques, c'est la courbe en bleu, c'est l'installation du trou auditif aux 4000 Hz, qu'on appelle également scotum. Ce déficit, il est de 30 à 50 décibels à la fréquence 4000 Hz et qui disparaît en quelques heures après le retrait de l'ouvrier du milieu bruyant. Il faut savoir qu'à ce stade, l'audition de la voix normale n'est pas altérée. Donc, ça les promène. Pratiquement sur la fatigue auditive. Le premier stade, c'est la fatigue auditive. Deuxième stade, vous avez également le profil audiométrique en rouge, numéroté en chiffre romain 1. C'est la permanence du trou auditif aux 4000 Hz. Les sons aigus fins tels que le tic-tac du montre ne sont plus perçus
et l'audition de la voix n'est pas altérée. Donc, vous voyez que le test au tic-tac du monde peut être un outil pour dépister ce stade de surdité professionnelle. Donc, et ce stade, il est permanent. Le troisième stade, il est caractérisé, donc c'est schématisé par la courbe de 3 sur cet audiogramme, une perte sensible de l'audition de la voix normale, la voix chuchotée n'est plus perçue et il existe une association inconstante d'acouphènes. Quatrième stade, c'est schématisé par la courbe 4, la voix normale non perçue, elle est non perçue, les acouphènes sont constants, l'audiométrie, l'audition des sons graves sont parfois respectées, alors que l'audition des sons est d'autant altérée que ceux-ci sont aigus. Le malade devient à ce stade-là un sujet handicapé professionnel social définitif. Donc, je fais une parenthèse concernant les tests à la voix normale, la voix chuchotée. La voix normale, c'est un test acoumétrique qui est utilisé en utilisant la voix normale. C'est un sujet installé dans un local calme à une distance de 5 mètres et d'énoncer des mots et que le malade doit répéter. Donc, s'il entend la voix normale, on dit qu'il entend la voix normale. Parallèlement, concernant la voix chuchotée, on chuchote dans les mêmes conditions la voix chuchotée, et s'il entend, on dit qu'il entend la voix chuchotée, et s'il n'entend pas, on dit qu'il n'entend pas la voix chuchotée. Quelques caractères très importants et très particuliers à la surdité professionnelle. C'est ce qu'on appelle les caractères de la surdité professionnelle. C'est le trou auditif localisé aux 4000 Hz au début. Il n'existe aucune surdité qui entraîne ce trou auditif qu'on appelle également scotum, qui est localisé aux 4000 Hz, sauf si on le retrouve chez les sujets exposés au bruit. L'atteinte est le plus souvent bilatérale et symétrique. C'est une surdité de perception pure par atteinte endocochléaire. La présence de recrutement sur les fréquences lésées. La surdité est plus marquée en audiométrie vocale qu'en audiométrie tonale. La perte auditive, elle est irréversible et l'absence d'aggravation après le retrait du milieu bruyant. Mais ce dernier caractère ne fait pas l'unanimité parmi la communauté scientifique. Concernant les diagnostics différentiels, on le fait avec 4 types de surdité de perception selon le siège, en raison que la surdité professionnelle est une surdité de perception pure par atteinte endocochléaire. Donc, il faut faire le diagnostic différentiel. C'est les surdités de perception endocochléaire, les surdités radiculaires, les surdités centrales et les surdités héréditaires. On a vu les effets auditifs du bruit, on va avoir les effets extra-auditifs. Nous aurons quelles sont les réactions, les effets immédiats liés à l'exposition au bruit. On aura une augmentation de la fréquence cardiaque, une élévation de la tension artérielle, le ralentissement de la digestion, une augmentation de la tension musculaire,
un état psychique d'alerte, des effets sur la vision, parce que le bruit perturbe la vision nocturne en termes d'acuité visuelle, de la vision des reliefs et la vision des contrastes, et des effets hormonaux. On peut avoir une hypoglycémie, une augmentation des corticoïdes et des catécholamines. Concernant les réactions à long terme du bruit, il favorise l'apparition des maladies cardiovasculaires, il favorise l'apparition de troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, constipation, hyperacidité de l'estomac et ulcères d'estomac. Il augmente la fatigue. Il provoque des troubles neuropsychiques, asthénie, céphalée, vertige, insomnie, irritabilité névrotique, anxiété, dystonie neurovégétative. D'autres effets à long terme, le bruit diminue la résistance aux substances toxiques, l'état de stress réduit l'activité du foie, diminution de la résistance aux infections, l'état de stress réduit l'activité immunologique et augmente le risque d'accident du travail par augmentation de la fatigue, diminution de la capacité d'attention globale et une augmentation de la charge de travail, surtout mentale. Voilà les effets à long terme du bruit. Concernant les effets sur le travail et la vie sociale, les conséquences sur le travail du bruit, troubles de l'attention, de la mémoire, de la concentration au cours d'un travail à dominante mentale, gêne des communications, non-perception des signaux acoustiques de sécurité, inintelligibilité des consignes verbales d'alerte et de danger, augmentation de la charge de travail, augmentation des erreurs, augmentation des risques d'incidents et d'accidents du travail. Voilà les conséquences sur le travail. Maintenant, quelles sont les conséquences du bruit sur la vie sociale? On a constaté que les sujets exposés au bruit, plus de conflits familiaux par modification du comportement, irritabilité, agressivité et isolement. On va voir maintenant la prévention. Concernant la prévention technique, la prévention technique collective fait appel à 3 principes. C'est de lutter contre le bruit à sa source, c'est le zonage acoustique et le respect des limites admissibles au bruit. Concernant la lutte du bruit à la source, je vous donnerai quelques techniques qui permettent de lutter du bruit contre la source. C'est le choix des outils et machines. Choisir des matériaux amortissants des chocs. Un bon entretien et lubrification des outils et machines. Une réduction de la vitesse de circulation des fluides. Équilibrer les pièces tournantes pour atténuer les frottements. Modifier et remplacer l'outillage bruyant. Diminuer les vibrations en faisant reposer la machine sur des systèmes amortisseurs isolants antivibratiles et rechercher d'autres procédés de fabrication tels que remplacer les procédés mécaniques par des procédés chimiques ou électriques qui sont moins bruyants. Voilà quelques exemples de lutte contre le bruit à la source. Concernant le zonage acoustique, sur le capotage, c'est-à-dire enveloppé par un isolant qui ne permet pas la propagation du bruit, des parties bruyantes des machines, utilisation des cabines d'enveloppe fixes ou mobiles autour d'équipements particulièrement bruyants et des machines automatiques. Organiser l'emploi du temps des travailleurs de façon à répartir sur plusieurs ouvriers la contrainte particulière du travail en cabine bruyante. Les murs et les planchers doivent être réalisés dans une matière isolante, notamment lors de la conception des locaux de travail. Concernant les limites admissibles du bruit, la norme algérienne concernant les limites admissibles du bruit sont exprimées en LEX, niveau acoustique continu équivalent,
le niveau sonore de 85 décibels doit être pris comme code d'alerte pour une surveillance du niveau de bruit et le niveau sonore de 80 décibels doit être pris comme code de danger. Concernant la prévention technique individuelle, on fait appel à des équipements de protection individuelle auditifs. On peut utiliser les bouchons d'oreille, le serre-tête et le casque anti-bruit. L'efficacité l'efficacité de ces protecteurs auditifs le plus efficace, c'est les casques anti-bruit. Vient en seconde position le serre-tête et en troisième position les bouchons d'oreille. Concernant la prévention médicale, à l'embauche, il faut rechercher les antécédents pathologiques, otologiques. Il faut faire une audiométrie tonale simple qui sera réalisée de préférence à l'heure de la reprise de travail ou avant l'exposition au bruit. Faire un deuxième examen audiométrique après un délai de 2 mois. Rechercher à l'embauche une sensibilité individuelle au bruit, test de PCR ou une audiométrie après le travail, comme on l'a vu tout à l'heure. À l'issue de cette visite, seront déclarés ineptes. Les sujets présentaient déjà à l'embauche une surdité de perception. Les cas où le bruit risque d'aggraver une lésion auditive confirmée des organes de perception. Lors de la visite médicale périodique, en général, l'examen audiométrique sera renouvelé tous les ans pour le personnel exposé au bruit. Toutefois, pour le personnel employé à la mise au point au bon d'essai des propulseurs et réacteurs, et lorsque ces bons d'essai ne comportent pas d'installation satisfaisante de prévention collective, l'examen audiométrique sera pratiqué lors de l'embauche 2 mois et après tous les 6 mois. Les résultats audiométriques doivent être portés sur une fiche audiométrique de référence. Ainsi, certains travaux doivent être écartés des postes exposés au risque de surdité après des audiogrammes successifs et la mise en évidence d'une sensibilité auditive anormale au bruit. Pour les travailleurs atteints d'hypoacousie d'origine professionnelle, le médecin de travail conseillera une mutation de poste avec ça c'est un poste non exposé au bruit. Ces mutations ont pour but d'éviter une aggravation de l'atteinte auditive et non d'ouvrir le droit à l'indemnisation. Elles viseront des sujets chez lesquels a été constatée une sensibilité particulière au bruit et une chute rapide de l'acuité auditive. Concernant la réparation médico-légale, seule la surdité professionnelle est réparée au titre du tableau 42 des maladies professionnelles indemnisées. Donc les effets immédiats, les effets auditifs immédiats à long terme ne sont pas réparés. Seule la surdité professionnelle est réparée au titre de ce tableau 40. Il faut savoir que la liste des travaux de ce tableau elle est limitative, une durée d'exposition est exigée et un déficit d'au moins 35 décibels sur l'oreille la moins atteinte est exigé. Vous avez une copie du tableau 42, affection professionnelle provoquée par les bruits, la délai de prise en charge de 1 année, sous réserve d'une durée d'exposition au risque de 1 an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs à piston. Vous avez le tableau ici à 3 colonnes, donc c'est un tableau, donc vous avez fait un cours introductif, un cours sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Vous avez la désignation des maladies et vous avez la liste des travaux dans la deuxième colonne. Vous avez la désignation de la maladie,
Les conditions de réparation sont détaillées. Pour un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire, irréversible et ne s'aggravant plus après cessation d'exposition au bruit. Le diagnostic sera confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de 3 semaines à 1 année après cessation de l'exposition au bruit lésionnel. Cette audiométrie doit faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculé en divisant par 10 la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000, pondérés respectivement par les coefficients de K, 3 et 1. Voilà à peu près les pathologies engendrées par l'exposition au bruit. Je vous remercie. Vous m'entendez? Oui. Bon, j'espère que cette vidéo vous a servi à quelque chose. C'est un travail dans des circonstances quand même assez particulières, donc j'aurais souhaité que le cours soit en présentiel. Ça m'aurait permis de faire des rappels de physique, d'anatomie, d'histologie, de physiologie de l'oreille, et qui vous permettrait éventuellement de mieux cerner la question. Mais je pense que grossièrement, nous avons abordé tous les aspects de pathologie liés à l'exposition au bruit. Maintenant, s'il y a des questions, je vous donne 10 minutes éventuellement pour poser vos questions. Je vois la première question. On me pose la question, le tableau de réparation des mains est à travailler. Je ne vous demande pas de l'apprendre. Moi, sincèrement, moi, je ne l'ai pas appris. Mais je vous dis que vous avez un tableau qui permet de réparer une surdité professionnelle. Mais connaître les grandes lignes, connaître le délai de prise en charge, la durée d'exposition, et éventuellement la première colonne. Quelles sont les exigences en termes de maladie, désignation de la maladie qui permet de réparer une maladie professionnelle. Concernant les travaux, vous n'avez pas besoin d'apprendre la liste de tous les travaux qui sont mentionnés sur le tableau. Voilà à peu près ma réponse à la question qui m'a été posée. Il y a, je ne sais pas, la question qui n'est pas très claire, s'il vous plaît, est-ce qu'on doit apprendre, je ne sais pas quoi. Je vais voir. Est-ce qu'on doit apprendre ce tableau? Non, je ne vous demande pas d'apprendre ce tableau. Je répète encore, pour ce tableau, il faut connaître le titre du tableau, le numéro du tableau, le délai de prise en charge, la durée d'exposition. Éventuellement, la colonne de gauche, c'est la désignation de la maladie. Quelles sont les exigences du tableau en termes de maladie qui me permet de réparer une surdité professionnelle? Concernant la liste des travaux, vous n'avez pas à prendre toute la liste des travaux. Je pense que ça a été clair. Concernant une question, exemple pour la mutation du travail et les prises en charge.
Ah, dans le premier coup, s'il vous plaît, quoi? Posteriori. Concernant, je pense que vous avez un dictionnaire, c'est d'aller. Quand on fait des enquêtes, il y a des enquêtes rétrospectives, prospectives, donc rétrospective et a posteriori, c'est rétrospective, dans le sens, on ne peut pas calculer le risque au futur. On calcule le risque à partir d'un ensemble d'observations, de plusieurs observations sur plusieurs individus. Postérieur, donc, a posteriori, postérieurement. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Exemple pour la mutation des travailleurs et leur prise en charge. La question n'est pas claire. Quand on constate quelqu'un qui est en train de développer une surdité professionnelle, soit au stade 1 ou 2, il ne faut pas attendre et il ne faut pas laisser le travailleur exposé au bruit. Donc, il faut muter l'individu, changer l'individu de son poste de travail. Alors, il ne faut pas l'affecter à un poste de travail, il y a du bruit. Donc, il faut l'affecter à un poste de travail, il n'y a pas de bruit. Pour éviter d'évoluer vers le stade 3 ou 4 où la surdité risque d'entraîner un handicap sensoriel auditif définitif et total. Donc, c'est une mesure de prévention qui permet de soustraire des individus à des postes de travail bruyants pour éviter qu'ils développent une surdité importante. Est-ce qu'il y a des questions encore? Je reçois un message. Bonjour, je veux transmettre un petit mot pour mes chers collègues qui n'avaient pas de, je ne sais pas, de CNX et de smartphone. Comment fallait-il faire pour les cours? Et en plus, on n'est pas très loin avec les aléas de ce Zoom, les coupures, etc. Avec tous mes respects, mais ça, trop pour nous. On va vous dire ça à tous les profs. Écoutez, je suis totalement d'accord avec vous. Mais simplement, les circonstances elles sont là. On est dans une situation quand même où on ne peut pas se voir et on ne peut pas faire des cours en présentiel. Et de ce fait, nous avons, ou du moins l'administration nous a saisi, nous avons été les précurseurs des cours sur la plateforme de Badji Mokhtar. Tous les cours de médecine du travail existent depuis pratiquement plus d'une dizaine d'années. Et cette initiative de mettre sur la plateforme les cours, je pense, ça vous permet quelque part d'avoir un document qui vous permet de travailler avec l'aide éventuellement de cette vidéo. Ça vous permet quelque part de saisir un peu ces conférences ou ces cours que nous vous donnons. Et si vous avez d'autres solutions, on est là pour vous écouter. Proposer des solutions, on est là pour vous écouter. La connexion, vous savez, que soit à domicile, parce que ici, je suis au niveau de la faculté de médecine, c'est vrai que les connexions Internet posent vraiment des problèmes, soit au niveau à domicile, que ce soit au niveau de la fac. On essaye de travailler quand même au lieu de se rouler les pouces.
On essaie quelque part d'être utile malgré tous ces aléas liés au mauvais débit et à la mauvaise connexion d'Internet. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense qu'un conseil que je vous donne, etc., vous avez un ensemble de cours sur la plateforme et vous avez le temps, vous avez 2 mois encore, essayez de travailler ces cours. Je pense que le futur nous réservera peut-être des jours meilleurs que ces jours dramatiques que nous vivons tous. Que ce soit professionnellement, familialement ou socialement. Donc là, j'ai beaucoup de merci, mais c'est quand même, le nombre de participants n'est pas très... Les gens, il n'y a pas beaucoup de participants. Probablement en raison de la mauvaise connexion ou là pour d'autres raisons. Mais je pense que c'est un plus, un plus. Et je suis vraiment désolé, du moins pour ma part, de ne pas être en présentiel et de discuter et d'être plus efficace que ce que nous faisons à travers un écran. Je vous repose la question, est-ce qu'il y a des questions sur le cours? Donc, encore un conseil. Chaque cours, il a ses objectifs. Les objectifs qui sont affichés, c'est des questions qu'on peut poser le jour de l'examen. Pour chacun de mes cours, il y a 5 à 7 objectifs spécifiques. Ces objectifs spécifiques peuvent faire l'objet d'une question. En dehors de ces objectifs, il n'y aura pas d'autres questions. Donc, vous avez les questions fondamentales. Donc, je vous dis ça peut-être que ça va vous aider à travailler ces cours-là. Donc, apparemment, je n'ai plus de questions. Je ne vois que des remerciements. Je vous remercie également de m'avoir écouté et supporté Merci, pendant docteur. 1h30 de temps. Et je vous dis à bientôt. Et encore une fois, merci. Allez, au revoir. Et bonnes vacances confinées. Merci, docteur. أنا خلصت. نعم. Il n'y a pas beaucoup de présence, mais